Y a-t-il un lien entre le renversement de Saddam Hussein en Irak en 2003, la guerre au sud Liban, été 2006, et la question du nucléaire iranien, ou bien, dit autrement, est-ce que la communauté des chiites représente une menace pour la stabilité du Moyen-Orient? Eh bien aujourd'hui, faisons connaissance un peu précisément avec le chiisme, cette deuxième branche de l'islam. Voici une carte du monde musulman où nous faisons figurer les sunnites et les chiites, qui représentent entre 12 et 15% de la totalité des musulmans. Alors qu'est-ce qui différencie les chiites des sunnites? Quelle est l'origine de la scission entre ces deux branches de l'islam? Quand le prophète Mahomet meurt à Médine en 632, il n'a pas de descendant mâle et n'a laissé aucune directive quant à sa propre succession. Ses compagnons décident d'élire l'homme le plus vertueux à la tête de la jeune communauté musulmane, et c'est ainsi que naît la fonction de calife, c'est-à-dire successeur du prophète. Les premiers califes seront Abu Bakr, Omar, puis Uthman. Ils porteront la nouvelle religion bien au-delà de la péninsule arabique. Et en 656, Ali, qui est le cousin et le gendre du prophète, devient le 4e calife. Il est immédiatement contesté par une partie des siens, mais aussi par Muawiyah, le puissant gouverneur de Syrie. Ce différend conduit à la bataille de Siffin en 661. Ali est alors écarté du pouvoir et meurt peu après. Muawiyah en profite pour se faire reconnaître calife et met en place un pouvoir héréditaire. Eh bien, c'est là la naissance de la dynastie des Omeyyades, qui régnera à Damas jusqu'en 750. Eh bien, à partir de ces faits historiques, vont s'opposer deux conceptions au sein de l'islam. D'un côté, ceux qui considèrent que le calife doit être choisi pour ses qualités morales, religieuses, politiques, ce seront les sunnites. De l'autre, ceux qui estiment que la communauté musulmane doit être dirigée uniquement par un descendant du prophète. Ce sont les partisans d'Ali, et en arabe, Shia Ali, ce qui va donner le mot chiite. De cette scission pour le pouvoir émerge un mouvement religieux à la mort d'Hussein, le fils d'Ali, assassiné à Kerbala en 680 par le calife omeyyade Yazid. C'est l'acte fondateur du chiisme. La Shura commémore chaque année le martyre de Hussein. Kerbala, mais aussi Najaf, la ville qui abrite le mausolée d'Ali, sont les principaux lieux saints du chiisme. Alors comment se répartissent les chiites aujourd'hui? L'Iran est le premier pays chiite au monde. Sur ses 70 millions d'habitants, près de 90% sont chiites. Le chiisme est la religion d'État depuis 1501, mais comme l'a montré l'histoire, le chiisme n'est pas un phénomène spécifiquement perse, mais plutôt arabe. On trouve ainsi des communautés chiites importantes en Irak, où ils représentent plus de 60% de la population. Au Liban, la communauté chiite regroupe là près de 40% de la population libanaise. À Bahreïn, au Yémen, au Qatar, au Koweït. En Arabie Saoudite, une minorité chiite vit dans l'est du pays, environ 15% de la population. Et hors du monde arabe, on trouve aussi des chiites en Azerbaïdjan, où ils sont majoritaires, au Pakistan, en Afghanistan, en Turquie, où 25% de la population sont des Alévis, rattachés au chiisme, et de façon plus éparse, on trouve aussi des chiites en Inde et en Asie centrale. Alors le constat qu'on peut faire, c'est que dans la plupart de ces États, les chiites sont minoritaires. Ou bien quand ils sont majoritaires, ils sont souvent dominés par des pouvoirs sunnites. Or, plusieurs événements récents au Moyen-Orient ont fait évoluer le rapport de force politique entre chiites et sunnites. D'abord, bien entendu, la révolution islamique de 1979 à Téhéran, qui instaure un régime islamiste chiite, ce qui surprend alors tous les régimes sunnites de la région. Ensuite, la guerre au Liban, où émerge en 1982 un mouvement politico-militaire soutenu par l'Iran, le Hezbollah. Ensuite, la chute de Saddam Hussein en 2003 a permis aux chiites majoritaires en Irak d'accéder pour la première fois au pouvoir. Et puis enfin, été 2006, il y a le relatif succès du Hezbollah face au raid israélien au sud Liban. Ce qui fait que certains gouvernements arabes, sunnites,
comme la Jordanie ou l'Égypte par exemple, craignent la formation de ce qu'on pourrait appeler un arc chiite, indiquant l'émergence politique des chiites au Moyen-Orient et pouvant menacer leurs intérêts. Alors, de quoi s'agit-il? Cette vision d'un arc chiite peut s'appuyer sur la relative continuité géographique du chiisme. Il s'articulerait autour du Liban, de la Syrie, de l'Irak, de l'Iran, et serait une menace pour au moins deux raisons. Certains de ces chiites vivent sur les zones dont le sous-sol est riche en pétrole. C'est le cas des chiites du Hassa en Arabie Saoudite et des chiites irakiens dans le sud-est de l'Irak. Eh bien, des revendications identitaires pourraient donc déstabiliser les pouvoirs en place. Ensuite, cet arc serait aussi une menace car il appuie la montée en puissance de l'Iran sur la scène régionale et internationale. Bien, alors il ne s'agit là que d'une interprétation. La réalité d'un tel arc doit être nuancée. D'abord parce que le sentiment d'appartenance à une communauté n'est pas dicté que par des critères religieux. Par exemple, lors de la guerre Iran-Irak, les chiites irakiens ont fait la guerre aux chiites iraniens, et ce pendant 8 ans, entre 1980 et 88. Ensuite, le chiisme lui-même n'est pas un courant religieux homogène. La majorité des chiites, comme les Iraniens, vénèrent une lignée de 12 imams, dont le dernier a mystérieusement disparu au IXe siècle. D'autres chiites, comme les zaïdites au Yémen, ne reconnaissent que 5 imams. Les chiites ismaéliens en Asie centrale ne considèrent, eux, que les 7 premiers imams. Au fond, ce qui pourrait faire le point commun entre les chiites, à l'exception de ceux de l'Iran, c'est le fait que le chiisme a toujours été une religion d'exclus. Et c'est à cause de ce fait historique que le chiisme peut être instrumentalisé au niveau politique. Par exemple, en Irak, à Bahreïn, au Liban, ce que revendiquent les chiites majoritaires, c'est avant tout une meilleure représentation au sein de leur État. En Arabie Saoudite, la minorité chiite a longtemps été considérée comme hérétique. Elle est l'objet de discrimination du pouvoir wahhabite et elle cherche à faire entendre ses droits pour la liberté de culte. Ces communautés recherchent avant tout une reconnaissance à l'intérieur de leurs États respectifs. Les chiites auraient donc plutôt des objectifs nationaux que pan-chiites. Dans le cas du Liban, les choses d'ailleurs sont souvent liées. Le Hezbollah chiite est soutenu par l'Iran chiite depuis son origine, ne serait-ce que par son opposition à Israël. Mais il n'en est pas pour autant une marionnette de Téhéran, car ses objectifs nationaux semblent primer sur les objectifs internationaux. La guerre de 2006 contre Israël avait d'abord pour objectif de démontrer que le Hezbollah est au Liban le seul parti capable de défendre le pays. De même en Irak, il serait simpliste de penser que le renouveau chiite est un atout pour l'influence iranienne dans la région. Les liens avec Téhéran se sont peut-être renforcés, mais la concurrence politico-religieuse perdure entre chiites irakiens et iraniens. Les chiites irakiens souhaitent conserver un clergé indépendant vis-à-vis de l'Iran, et la ville sainte de Nadjaf en Irak pourrait bien retrouver son statut de capitale du chiisme au détriment de la ville iranienne de Qom. Alors le chiisme, on l'a compris, n'est pas un mouvement homogène. Il est parcouru de clivages. Un éventuel arc chiite serait plutôt une représentation géopolitique. Et en plus, le clivage sunnite-chiite est souvent dépassé. La guerre de l'été 2006, par exemple, entre le Hezbollah et Israël, a fort bien montré que les sunnites portaient de l'admiration à Nasrallah, qui est un leader de parti chiite. Alors pourquoi a-t-on peur du chiisme ? C'est sans doute un héritage de la révolution islamique de 1979. Le chiisme apparaît alors comme un courant religieux révolutionnaire, très vindicatif, si bien qu'on a souvent tendance à le confondre avec l'extrémisme religieux, alors que de nombreux courants existent au sein de cette obédience, on l'a vu aujourd'hui. Alors aujourd'hui, avec l'évolution de la situation en Irak, l'Iran qui pourrait chercher à se doter d'une bombe nucléaire, on craint à nouveau le danger chiite tel qu'il était perçu dans les années 80, avec un Iran soi-disant capable de dominer le monde musulman. Eh bien en fait, aujourd'hui, il n'y a pas d'arc chiite, mais des tensions permanentes au Moyen-Orient.